Est-ce qu'il faut s'entraîner plus pour faire des ultras que pour faire du court? Sous-entendu, on a à l'esprit que plus on va faire des longues distances, plus la performance qu'on doit produire, elle doit être supérieure parce que c'est plus long, donc c'est plus dur. Et à l'inverse, plus c'est court, et entre guillemets, plus c'est simple, et moins c'est être performant. Est-ce qu'on peut avoir le même entraînement du coup pour aller chercher cette performance et terminer ces ultras? Est-ce qu'on peut avoir le même entraînement pour faire des ultras que pour faire du court ou de la route? Et est-ce qu'on peut avoir le même entraînement pour faire de l'ultra que pour faire du trail court? En gros, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer aussi, et est-ce que c'est possible d'expliquer, le fait qu'on a tous entendu parler ou on connaît tous un coureur ou une coureuse qui a l'air extrêmement facile. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression qu'elle est jamais sur la piste, il ou elle n'est jamais sur la piste, ne s'entraîne quasiment pas, et pourtant revient un lundi matin et a claqué un 160 dans le week-end, on ne sait pas d'où ça sort. Et puis à l'inverse, bah, y a le cas de la personne qui est vraiment dure au mat, qui s'entraîne 2, 3, 5 fois par semaine, parfois du bi-quotidien, des efforts croisés, beaucoup de fractionnés, qui a une VMA très élevée, et qui pourtant bah, se sent pas prêt ou doit abandonner sur des courses qui font 80, 100, 150 km, alors qu'on a l'impression que son entraînement il est incroyable. Ce que je vous propose pour commencer à expliquer ça, c'est d'aller voir ce que nous dit la recherche sur la course à pied, sur le trail, sur l'ultra, et notamment les modèles de performance. De quelques minutes à quelques heures, en gros de courir 2 km jusqu'à courir un marathon, le modèle de performance sur la route et sur du plat, il est donné et il est modélisé assez bien depuis les années 80 par deux chercheurs belges qui s'appellent Thibault et Perronnet. C'est l'indice d'endurance. Et en gros, la formule que je vous laisse découvrir, qui est un peu compliquée quand même parce qu'il y a des logarithmes, etc. Mais grosso modo, ce qu'elle nous dit, cette formule, c'est que la VMA, c'est le facteur clé. Donc votre vitesse maximale aérobie, c'est le facteur clé de performance jusqu'au marathon. Autrement dit, plus votre VMA elle est élevée, et plus votre performance elle est forte. Elle dépend de votre VMA et de votre capacité à tenir cette VMA, donc cette hyper haute intensité, le plus longtemps possible. Donc ça, c'est le premier modèle qui est sorti depuis les années 80 et qui fait non pas qu'on va réussir à courir une épreuve jusqu'au marathon, mais qui fait qu'on va être performant. Et réussir à améliorer sa performance, ça passe par une meilleure VMA. Ce modèle-là, il a été affiné, et j'en parle parce que c'est quand même hyper intéressant, et actualisé en 2018 par trois chercheurs, Mulligan, Adam et Emig. Adam, qui est un des deux cofondateurs de Run Motion Coach. Et du coup, cette analyse et ce papier, il montre que quand on ajoute plusieurs temps de course et ces temps de référence sur toutes les distances qui vont en gros du 800 mètres au marathon, eh ben on peut affiner ce modèle de performance qui, grosso modo, est toujours lié à la VMA et la capacité à tenir cette très haute intensité. Donc la recherche de performance pour ces épreuves sur du plat jusqu'au marathon, à commencer par le 1 ou 2 km ou le mile, et bien grosso modo, pour s'améliorer, c'est VMA, et du coup c'est toutes les techniques classiques de l'athlétisme. VMA, fractionné, bloc, seuil, PPG, période d'affûtage, période de repos, période de grosse intensité. On fait des gammes, on fait sa PPG, on fait des plans d'entraînement, etc. Le classique, et ça, on le connaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe 6 heures? Parce que là, on a l'impression, et grosso modo, quand on regarde Strava, quand on regarde des plans d'entraînement, quand on voit aussi parfois et souvent ce qu'on fait en club, du coup, beaucoup tournent autour de la VMA et finalement de ce modèle de performance sur du court. Mais passé 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Quand on ajoute du dénivelé, négatif comme positif, quand on va chercher des durées qui sont supérieures à 6 heures et qui font que on va plus travailler sur un stock d'énergie qu'on a au départ jusqu'à quasiment l'arrivée en buvant un petit peu ou en mangeant mais pas beaucoup, quand on passe ces durées-là et que du coup on doit créer aussi les moyens de continuer son épreuve et de la terminer pendant qu'on est en train de la faire, quand il y a des aléas sur la météo, parce qu'on peut être en altitude, parce qu'il y a des variations de température en fonction de l'altitude, de conditions météo, de luminosité, on va courir aussi la nuit, etc. Est-ce que les critères de performance, d'après la recherche, ils sont différents ou est-ce que ça reste toujours cette VMA? Et bien ce qu'on voit, et je vous ai mis deux études notamment, mais il y en a plusieurs là-dessus, ce dont on se rend compte, et ce que la recherche et les chercheurs nous disent, c'est qu'en fait, il y a une dilution de l'importance de la VMA
plus on rajoute du dénivelé, de la distance, de la variation d'altitude, de météo, etc. Donc en fait, du trail, et même encore plus de l'ultra-trail, plus on va vers l'ultra-trail, et plus l'importance de la VMA, elle est diluée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'importance de la VMA qui est diluée. Tous les déterminants clés de la performance, que ce soit, je sais pas, la VO2 max, que ce soit la masse grasse, que ce soit tous les déterminants physiologiques un peu chiffrés, bah en fait, individuellement, ils perdent tous en importance, et il n'y a plus un facteur qui se détermine, enfin qui est prégnant et qui est dominant. C'est même plus une collection de facteurs, c'est il y a une diversité de paramètres, et l'importance relative de ces paramètres varie en fonction de la distance qu'on va chercher. Et plus on va chercher loin, et moins il y a un paramètre qui a l'air d'être important, et plus c'est une combinaison de paramètres. Donc déjà là, on n'est plus du tout dans l'équation de la VMA. Deuxième chose, quand on creuse, Tim Noakes, c'est un chercheur sud-africain, c'est absolument passionnant ce qu'il fait, et notamment il a cette théorie du gouverneur central, c'est qu'il dit plus on allonge la distance, plus on varie aussi les scénarios de course, et plus en fait un des facteurs clés de performance, en fait c'est le cerveau. C'est le cerveau qui fait une équation et qui devient ce gouverneur central, cette clé de voûte pour déterminer la performance. Et ce cerveau, il va prendre en compte énormément de paramètres, et dans lesquels on retrouve des paramètres physiologiques, mais aussi beaucoup d'autres, sur l'expérience passée, sur ce qu'on entend à l'extérieur, sur comment on se projette, etc. etc. Donc là, non seulement, slide d'avant, on a vu, on perd l'importance de la VMA. Deuxième, on a le cerveau qui a l'air d'avoir une importance plus importante. Et troisième, si on va encore plus loin, c'est Guillaume Millet dans le livre Ultra Trail, que je vous recommande, qui est absolument fantastique, qui lui va plus loin et explicite un modèle de performance avec des variables, et pour l'Ultra Trail spécifiquement. Et du coup là, ce dont on se rend compte, c'est que, a priori, en dessous, là, on voit il y a 3 déterminants principaux, puisque c'est eux qui ramènent des flèches directes vers la performance en Ultra Trail, mais que eux-mêmes sont reliés à 13 autres déterminants qu'on pourrait catégoriser de secondaires. Et ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, tous ces facteurs, ils sont interdépendants. C'est-à-dire qu'ils sont tous reliés les uns aux autres. Donc là, on est non seulement plus dans le modèle de VMA, même plus de constantes physiologiques, mais on est sur un modèle qui est beaucoup plus complexe et qui prend des facteurs bien plus divers. Coût énergétique marche-course, facteurs psychologiques et motivationnels, la nutrition, même l'équipement, l'activation musculaire, la souplesse, le pourcentage de fibres lentes, les dommages musculaires et ostéo-articulaires. Bref, voilà le modèle de performance de l'ultra-trail. Si on revient et si on repense et si on le compare avec notre modèle de performance sur le court, qui était VMA, là, il n'y a même plus la VMA dans ce schéma. Alors certes, elle est très liée, il y a la VO2 max. Donc on n'est plus à la VMA, on est passé à la VO2 max, et même Guillaume Millet, il va plus loin et il dit, en gros, votre VO2 max, elle est, d'après les études, la plus élevée et maximale quand on est dans la pente, et dans des pentes entre 15% et 25%. Donc en gros, la VMA disparaît pour quelque chose de très lié, mais quand même avec une nuance un peu différente, et ça reste un paramètre secondaire parmi d'autres. Et puis là, l'endurance à haute intensité, donc notre capacité à tenir cette VMA le plus longtemps possible, qui était le facteur de performance sur le court avec la VMA, en fait, il a disparu, et on retrouve de l'endurance, mais à faible intensité, où on n'est pas du tout sur la même logique et sur le même schéma d'effort physique à produire, et donc d'entraînement. Guillaume Millet, il va même plus loin, mais là j'y passe rapidement. Donc là, on voyait un des 3 principaux, c'était le coût énergétique. Et du coup, il va même jusqu'à aller plus loin dans le coût énergétique et à expliciter des facteurs qui vont jouer sur le coût énergétique. Donc en fait, de 2 paramètres, la VMA et la capacité à la tenir sur le court, on arrive à 16 déterminants, et sachant que si on prend un déterminant, on arrive, et en fait il y a 26 au total sous-déterminants, dont on ne connaît même pas l'importance relative de chacune. Ça commence à être hyper compliqué. Je ne sais pas si c'est hyper compliqué, du moins ce qui est sûr, c'est que c'est complètement différent avec le modèle de performance sur court. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que classiquement, ce qu'on se dit, c'est que l'ultra, c'est plus long, donc c'est plus dur. Donc c'est une performance plus élevée, plus importante. Donc il faut que je sois plus performant sur court pour pouvoir réussir à faire long. Être performant sur court, c'est VMA. Donc en gros, il faut que je travaille plus ma VMA, que j'ai une meilleure VMA et que je puisse la tenir plus longtemps
pour être plus performant et pour pouvoir aller chercher plus de performance, donc du plus long. Sauf que là, de ce qu'on voit, c'est qu'en fait, quand on va sur du plus long, de l'ultra avec du dénivelé, en fait, la VMA n'a quasiment plus d'importance, ou du moins relativement une importance négligeable par rapport à ce qu'elle a sur le court. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut avoir le même entraînement? Première question. A priori, quand on voit sur des distances, et là j'ai pris 3 distances différentes, le physique de certains des athlètes, a priori, ils font pas le même entraînement. Effectivement, Maurice Green, il a l'air de passer un peu plus de temps à la salle que Gebre Selassie au milieu. Donc sur du sprint, sur du demi-fond, mais aussi sur de l'ultra trail, on voit que c'est pas les mêmes physiques, que c'est pas les mêmes personnes, et donc a priori l'entraînement il a pas l'air d'être le même. Parce que c'est un peu là dans la course, en fait notre machine, ce qui nous permet de faire cet effort-là, c'est uniquement notre corps. Mais quand on va voir un peu à côté, un peu ailleurs sur d'autres sports qui eux n'utilisent pas que le corps pour réaliser l'effort ou la performance, on voit que quand on change les distances, quand on change le terrain, quand on change le dénivelé, on change aussi la machine. Là, la machine, c'est le corps, il change, et c'est ce qu'on retrouve, sport automobile, quand vous voulez faire sur du plat, du très court et du très vite, vous avez une Formule 1. Quand vous voulez faire du long avec du dénivelé, du rallye raid, le Paris-Dakar, la voiture, elle ressemble pas vraiment à notre Formule 1. Pareil pour la voile. Quand on veut faire une distance olympique avec des épreuves qui sont très courtes, des manches, etc., on n'a pas le même bateau que quand on va traverser en solitaire, faire le tour du monde en solitaire avec le Vendée Globe. Donc la machine, et c'est un peu la même chose que ce qu'on voit en athlétisme, la machine, c'est, en course à pied, plutôt qu'en athlétisme, la machine c'est le corps est différent, comme pour les sports automobiles, comme pour la voile, la machine pour nous permettre d'atteindre la performance et de faire cet effort, il est aussi différent. Donc a priori, ça ne peut pas être le même entraînement. Et là, c'est déjà une conclusion assez forte. Quand on voit que les facteurs de performance sont différents, est-ce qu'en fait, il faut être plus performant sur court pour réussir à faire du long? En fait, non. C'est pas la même chose. Donc l'entraînement n'est pas le même. Il y a bien un entraînement spécifique à la longue distance, au trail et à l'ultra. Première chose sur que faire, a priori de ce que nous dit la science et de ce qu'on voit, c'est pas le même entraînement, il faut faire du spécifique. Est-ce que ce spécifique, du coup, ce serait du plus toujours plus? Parce que ça, c'est aussi ce qu'on entend, c'est que comme il faut être plus performant sur court pour pouvoir passer sur long, et avec beaucoup de progressivité, en fait, souvent et classiquement, on veut faire plus long, donc du coup, il faut faire plus, toujours plus souvent, donc s'entraîner plus souvent dans la semaine, plus durement, donc faire plus de fractionnés pour aller plus vite, et si possible, le faire en côte, donc c'est du plus, toujours plus, et en fait, on garde à peu près le même entraînement, ce qui varie et ce qui serait spécifique, c'est le volume qu'on va se mettre. Et là, si on revient à notre modèle de Guillaume Millet, si on fait du plus, toujours plus, et notamment de la haute intensité, pour aller chercher de la VMA et on va dire de la VO2 max. Donc oui, normalement ce paramètre-là, il va augmenter. Mais par contre, quand on fait du plus vite, plus de haute intensité, plus souvent, les dommages musculaires et ostéo-articulaires, comme on va plus vite, on a plus d'impact, on va chercher plus loin, on a des contractions excentriques, concentriques qui sont plus fortes, les dommages musculaires et ostéo-articulaires, ils augmentent. De l'autre côté, le pourcentage de fibres lentes, a priori, plus on fait de la haute intensité, etc., moins celui-là, il va augmenter. Donc, ça aurait un coût négatif sur d'autres paramètres que de faire de la haute intensité quand on veut être performant en ultra trail. Peut-être un peu moins grave, mais de la même façon qu'il y a le mensonge par omission, du coup, tout le temps qu'on va passer à haute intensité, on a vu en rouge, c'est ce que je vous propose comme des choses où ça va avoir un impact négatif, mais il y a un impact en orange qui lui aussi est négatif, pas parce que l'effort à haute intensité va contre ça, mais plutôt parce qu'il ne permet pas de développer d'autres aspects qui sont importants, parce que le temps qu'on passe à haute intensité, on ne le passe pas à d'autres intensités. Et donc notamment, le temps à haute intensité, est-ce que on travaille plus l'endurance de faible intensité que si on avait un travail spécifique pour l'endurance de faible intensité? Non. Est-ce qu'on renforce notre coût énergétique marche-course quand on est à très haute intensité? Non plus. Et est-ce que, et ça je l'ai mis en orange volontairement, mais c'est un petit biais personnel parce que
je ressens pas le besoin et j'aime pas forcément être à très haute intensité, mais les facteurs psychologiques et motivationnels, c'est-à-dire que plus on va faire de la haute intensité, on va se forcer parce que finalement on n'aime pas ça, ou parce que c'est dur, ou parce qu'on a mal, et parce que parfois ça nous démotive et on n'a pas envie de faire ces séances-là, bah du coup, au contraire, on va dégrader cette partie-là, qui est quand même une partie importante de la performance en ultra trail. Donc en fait, quand on va faire de la VMA et de la haute intensité, bah en fait, et plus on va en faire, et plus en fait, ça a un coût de faire plus fort. Et ça a un coût, et même ça a un impact négatif pour notre performance en ultra trail, d'après ce modèle-là. Et donc, le modèle basé sur la VMA, qu'on a vu plus haut, il est bon, et il fonctionne pour la performance sur court plat, quand la VMA est un des déterminants, et voire le déterminant majeur de la performance. En revanche, quand on passe sur un modèle de performance complètement différent en ultra trail, faire de la haute intensité et rajouter et faire plus de haute intensité, d'après le modèle, bah du coup c'est négatif. Là on était dans quelque chose de très théorique, des modèles de recherche. Maintenant, si on va voir un peu plus concrètement et un peu plus proche, on va dire, des baskets, des athlètes et des entraîneurs. Ce qu'il faudrait, c'est, a priori de ce qu'ils disent, pas non plus faire simplement du plus long, plus vite, plus souvent. J'en veux pour preuve. Citation de Christophe Mallardet. Christophe Mallardet, c'est un ancien athlète du Team Salomon des années 2000, qui a gagné quand même pas mal de courses et qui est devenu entraîneur et coach. C'est notamment l'entraîneur de François Den, de Greg Kermer, de Camille Bruyas et d'autres. Et du coup, il dit, cité dans Ultra Trail toujours, je viens de l'athlé. Donc je me disais, il faut courir à telle vitesse en VMA à tant de kilomètres au seuil. Sous-entendu, bah du coup, je respectais ce modèle de performance qu'on a vu plus haut et qui fonctionne et qui était le seul connu à l'époque sur du court et du plat. Et il nous dit, ça, j'ai arrêté. Je considère désormais que ce sont deux sports différents. Je me suis un peu détoxiqué, dans le texte, de ces valeurs VMA, de ces valeurs chrono. Et là, bah, c'est un entraîneur qui du coup a vu dans la performance de ses athlètes et même de lui-même que en fait, bah, il fallait changer de logiciel de performance parce que c'est deux sports différents. J'ai arrêté. Ça, c'est un entraîneur. Maintenant, si on va, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer d'aller creuser et d'aller voir qu'est-ce que disent les athlètes eux-mêmes et, est-ce qu'ils en parlent de ça. Et donc, dans le livre de François Den, qui est sorti début printemps 2023, je ne connais plus mes seuils lactiques et anaérobie, ma dérive cardiaque. Ce n'est pas inutile, mais l'important n'est pas là. Et bah pareil, on a l'impression, pourtant François Den, il vient de l'athlétisme sur piste, il vient de l'athlétisme classique, il a fait STAPS, il est kiné, il a toute cette formation et ce bagage du classique athlétisme, et pourtant, ce n'est pas inutile, mais l'important n'est pas là. Comme si, et si on pense et si on lit cette phrase avec le modèle de Guillaume Millet, ben on voit que ce n'est pas inutile, effectivement, hein, c'est un des déterminants de la performance secondaire et connexe, mais l'important n'est pas là, et il y a tout le reste du schéma. Et même Jornet, je le mets cité aussi dans Ultra Trail, je ne travaille presque pas à l'intensité à l'entraînement. Donc en fait, on a vu que 1, l'entraînement était spécifique, et que 2, cette spécificité, ça ne, a priori, de ce que dit la recherche, de ce que disent les entraîneurs, de ce que disent certains athlètes, ça ne peut pas être du plus, toujours plus intense, toujours plus de volume. Et là, pour moi, c'est hyper important. Parce que si on fait une pause à ce moment-là de ce qu'on a vu, c'est que si on arrête de penser que en fait faire du plus long, c'est avoir une performance supérieure à celle du court, et que du coup, comme la performance sur court, c'est de la VMA, bah du coup, pour aller vers du plus long, pour faire du supérieur, il faut avoir plus de VMA, bah, en fait, ça, on se libère énormément. Et ça rend l'ultra et l'entraînement à l'ultra beaucoup plus accessible, parce qu'il n'y a plus qu'un seul chemin. Il n'y a pas un seul chemin unique pour y accéder. Parce que ce chemin de VMA et d'intensité, qu'est-ce qu'il veut dire? Bah en fait, il met des barrières, il restreint. Parce que, il faut réussir à avoir l'agenda et l'emploi du temps qui nous permet de mettre autant de séances à autant d'intensité. 2, il faut avoir le corps qui résiste à autant d'intensité et à autant d'entraînement. Il y a beaucoup de blessures qui viennent aussi de ces intensités. Il y a beaucoup de motivation qu'on perd parfois et on se dégoûte à faire ça.
Il y a même des fois où on ne va même pas essayer d'aller sur de l'ultra parce qu'on n'a pas envie et on n'a même pas la capacité de faire plus de VMA. Et du coup, on se dégoûte avant même d'avoir commencé. Donc le fait de supprimer ce chemin comme le chemin unique pour aller vers l'ultra, bah, il rend le sport beaucoup plus accessible. Aussi accessible parce que la VMA, bah, elle diminue avec l'âge. C'est valable pour tout le monde, hein. Et il y a une étude qui est hyper intéressante, elle est partagée par la clinique du coureur sur Paola Radcliffe, ancienne record woman du monde du marathon, où en fait sa VMA, eh ben, elle diminuait au fur et à mesure des années. Mais par contre, son record du monde, elle l'a établi au moment où elle n'avait pas la plus haute VMA de sa carrière. Intéressant, même sur du court et du plat en l'occurrence, mais intéressant aussi. Donc, l'âge. Deux, aussi la différence de sexe, parce que la VMA, elle est, d'après certaines études, pas la même en fonction des sexes. Donc ça rend beaucoup plus accessible quand on arrête et quand on supprime la relation entre plus de distance égale plus de performance égale, d'après le modèle du cours VMA et intensité et capacité à la tenir, et ben du coup on supprime tout ça et ça rend ce sport beaucoup plus accessible. Et même je vais plus loin, et pour moi c'est passionnant, c'est plus accessible et encore plus accessible parce que non seulement on ne supprime pas simplement le fait qu'il n'y ait qu'un seul chemin pour y arriver, mais on ouvre la porte au fait qu'il y ait plein d'autres chemins du coup pour y arriver. Et ce qui veut dire que comme c'est plus le chemin de plus de performance égale plus d'intensité pour faire du plus long, mais qu'en fait, bah, y a d'autres chemins apparemment pour y arriver, avec les modèles de performance qui sont différents, bah, du coup, ça veut dire qu'il y a plein de façons d'arriver à l'ultra. Et l'ultra n'est pas seulement une meilleure performance que du court. Au contraire, c'est un effort qui est différent. Et du coup, est-ce que ça ne devient pas un sport, entre guillemets, comme les autres? Au sens où, quand vous faites du foot, quand vous faites du basket, quand vous faites du badminton, du tennis, de la natation, du vélo, peu importe, bah, vous pouvez en avoir une pratique loisir, où vous y allez une fois par semaine ou 2 fois par semaine, comme ça, sans se prendre la tête, avec les amis, comme vous pouvez en avoir une pratique à haute intensité de performance pour devenir champion, voire pro. Mais vous pouvez avoir toute cette diversité de pratiques. Et pourtant, vous faites le même sport. Et vous y trouvez le même plaisir. Alors certes, la performance à la fin, le chrono va pas être le même. Mais on peut vivre sa passion, on peut le faire tout en ayant une pratique réellement amateur, sans y passer forcément beaucoup d'heures ou beaucoup de temps. Et ça c'est un changement énorme. Parce qu'on voit que du coup, l'ultra n'est plus du plus de performance que sur du court, réservé à ceux qui peuvent absorber un volume d'entraînement, etc. Mais au contraire, quand on a supprimé ça et qu'on comprend ce modèle de performance partagé par Guillaume Millet et les exemples qu'on a cités un peu plus haut, bah, du coup ça le rend beaucoup plus accessible parce qu'on crée une pratique de l'ultra qui est du loisir. Du loisir, de l'intermédiaire, du confirmé, du compétiteur jusqu'à du professionnel. Et ça, pour moi, c'est magnifique. Et là, on est dans une certaine valeur de l'ultra, de partage, d'accessibilité, d'égalité, qui moi me parle énormément et qui me passionne. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que c'était plus accessible, qu'il y avait peut-être une façon de faire qui allait être plus loisir, etc., qu'on a vu qu'en même temps ça avait l'air hyper complexe parce qu'on avait plein de variables, etc., comment se préparer? Et là, je vous propose quelques clés de lecture et vous me direz ce que vous en pensez. La première chose, c'est que quand on a un modèle d'interdépendance comme ça, avec, là on l'a dit, je crois que c'est 16 variables au total, pardon, bah du coup, la performance, c'est un peu comme une multiplication de tous ces facteurs. Comme si on faisait, pour réussir la performance en ultra trail, il fallait faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 12 fois... Et chacune de ces paramètres, il peut avoir une valeur. Donc c'est comme si ça faisait une équation de 32 fois 54 fois 70 fois... Quand on a ça, il suffit qu'il y ait une fois dans l'équation un seul paramètre qui valent 0, et notre performance, c'est 0. On ne termine pas. Ça veut dire que on peut être très très bon en VO2 max, excellent en endurance de faible intensité. Si on n'a pas l'équipement, ou si on n'a pas la capacité à se nourrir et la nutrition qu'il faut pour terminer un 100 km, bah, la performance qui est terminée un 100 km, eh ben, on ne peut pas l'avoir. Et donc ça, pour moi, c'est hyper clair et hyper clé. C'est que
contrairement à un modèle où d'habitude il y a VMA et la capacité à la tenir, et en gros on tape tout et on va chercher au maximum la pointe de ce qu'on peut avoir sur un paramètre, là c'est l'inverse. C'est comment est-ce qu'on peut avoir un profil où on n'a aucun paramètre qui ne nous permet pas de terminer. Donc ça change déjà en philosophie d'entraînement. En ultra, on est égal, et notre performance, le fait de terminer, est égal au plus petit déterminant de notre performance, pas au plus grand. Et ça, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence que du coup, en fait, il faut varier. Et c'est hyper varié, un ultra et de la préparation à l'ultra. Ça le rend d'autant plus intéressant parce qu'on n'est pas fait pour... Enfin, le corps, à un moment donné, l'esprit a besoin aussi de variation. On n'est pas fait pour faire toujours la même chose dans toujours les mêmes conditions et on en tire moins de croissance que quand on varie. Donc ça rend la chose et l'ultra beaucoup plus intéressant. La notion de plaisir aussi, elle est beaucoup plus forte, puisque un des 3 critères, c'est les facteurs psychologiques et motivationnels. Or, si c'est que du négatif, etc., à un moment donné, la motivation, elle n'est plus là. Les facteurs psychologiques sont que négatifs et ils ne tendent pas à supporter la performance. L'autre chose, c'est l'équilibre de vie, c'est-à-dire que quand il y a autant de paramètres, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de tout travailler à l'entraînement et spécifiquement. Ça veut dire qu'au contraire, cette préparation et les facteurs de la performance, en fait, ils se nourrissent de beaucoup de choses que vous faites au quotidien et qui n'ont a priori rien à voir avec l'ultra. Que ce soit, je sais pas, votre coût énergétique marche-course, en fait, en fonction de votre mode de vie, de votre travail aussi, masse musculaire, en fonction de votre travail, si vous avez un travail physique, ça n'a rien à voir. Souplesse, activation musculaire, puissance métabolique pendant l'épreuve, ça veut dire que si je sais pas, vous avez fait du foot étant jeune par exemple, du coup ça va avoir un impact, etc. Donc en fait, c'est varié, c'est d'autant plus intéressant, on peut se faire plaisir, il y a des éléments qui n'ont rien à voir avec le temps qu'on passe en basket, mais qui contribuent aussi à cette performance en ultra. Ce qu'on voit aussi, et en termes de philosophie, ce qui est intéressant, c'est la non-binarité. C'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir, c'est pas on peut le faire ou on peut pas le faire, c'est pas on est prêt ou on n'est pas prêt. C'est en fait, dans ce modèle-là, c'est du coup je peux travailler et je suis à tel niveau, où je me sens bien sur tel paramètre, et mieux, et puis je progresse. C'est pas du 0 ou du 1. Contrairement à ce qu'on a sur l'entraînement avec cette formule de VMA, où c'est soit on travaille sa VMA, soit on ne travaille pas, soit on fait 4 séances, soit on en fait 0, mais c'est binaire. Là, non, c'est beaucoup plus diffus, et du coup ça laisse une part aussi beaucoup plus importante à l'aventure, et ça c'est quand même assez incroyable, parce que quand on part sur ces distances-là, on se découvre, et il y a forcément des choses qu'on n'a pas prévues qui vont se passer. Donc en fait, là où on pensait souvent à tort que l'ultra et l'entraînement d'ultra, c'était la monotonie la plus totale, à l'inverse, l'enjeu c'est d'être complet. Et là, il y a une citation de Mathieu Blanchard que j'aime beaucoup dans une interview qu'il faisait sur Génération Do It Yourself, où il disait je pensais que c'était un sport, je sais plus s'il utilise un sport stupide, bête ou débile, mais en fait, il dit ce que je croyais être un sport bête est en fait le sport le plus intelligent et le plus complet qui soit. Donc l'enjeu, c'est d'être complet et de rester dans l'équilibre. Et ça va pas sans un certain équilibre de vie. C'est-à-dire que si l'ultra prend toute sa place dans votre vie, ou à l'inverse, si il n'a pas du tout sa place, parce qu'il va contre votre vie de famille, ou il va contre votre vie professionnelle, etc., vous sortez de l'équilibre, vous êtes dans un déséquilibre, ça ne marchera pas. Donc en fait, ce que semble dire ce modèle, et c'est déterminant de la performance, c'est qu'il s'agit de trouver une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre aussi bien mental que physique pour pouvoir réussir à manger, à continuer à courir, à s'alimenter, à boire, à courir la nuit, etc. Maintenir cet équilibre-là, toutes vos constantes vitales, dans cet équilibre, dans cette homéostasie, diraient certains, pour pouvoir continuer pendant des heures, voire des dizaines d'heures. Et donc, ça change complètement la perspective. Parce qu'on n'est plus dans une recherche de performance sur un critère donné, mais on est dans une recherche d'équilibre. Et là, je vous propose, et plus encore, si on va plus loin, je vous donne des pistes, des réflexions, du coup, l'enjeu, ça devient de trouver son propre dosage. Trouver son propre dosage dans l'équation pour arriver à la performance en ultra-trail. Ça peut être hyper simple. Ça peut rentrer dans une vie normale, parce qu'encore une fois, c'est accessible, il n'y a pas qu'un seul chemin. L'ultra,
c'est pas plus de performance que du court. C'est différent. Et donc, ça peut rentrer aussi dans une vie normale, où on en a une pratique, où on va avoir quelques créneaux dans la semaine pour se faire, et pas 15 créneaux avec 15 heures et de l'intensité et des infrastructures, etc. pour se faire. Non, on peut juste prendre ses baskets et partir de chez soi en y passant un temps raisonnable dans la semaine. Ça peut aussi renforcer sa santé. C'est-à-dire que trouver l'équilibre, ça veut dire être capable de continuer à vivre normalement tout en courant. Donc en prenant soin, on va dire, de son corps et en renforçant sa santé, pas en allant contre. Et ça peut aussi n'être que du plaisir. Que du plaisir. Et donc ça, pour moi, c'est hyper important parce que là, ces modèles de performance, on est passé par la recherche, on est passé par des comparables dans d'autres sports, on est passé par des entraîneurs, on est passé par des athlètes pour arriver à la conclusion qu'en fait, c'est trouver un équilibre et ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible que ce qu'il y paraît. Donc la conclusion, ce serait plutôt de dire que c'est un sport différent, à part entière, avec ses propres modèles de performance et du coup une définition de sa pratique qui peut être propre, un sport comme un autre, qui s'apprend entre guillemets, sur lequel on acquiert une expérience, mais qui est différent. Et du coup, qui peut le plus, peut le moins. Là, je vous propose une piste de réflexion, c'est-à-dire que si on arrive à avoir de la performance en ultra, c'est-à-dire à réussir à terminer ces ultras, et pas forcément à gagner du temps et à être le meilleur dans le chrono, mais si on définit la performance comme le fait de les terminer, et donc de se découvrir et d'en avoir tous les bénéfices sur son corps, sa tête, mais aussi la relation avec la nature, etc., bah, est-ce que les leçons, on va dire, la mode de fonctionnement et de mode de préparation sur de l'ultra, peut aussi nous apporter des choses sur du plus court? Parce que qui peut le plus peut le moins, et si on arrive à trouver cet équilibre pour un 100, mais en fait, est-ce que la recherche de cet équilibre ne peut pas nous aider aussi sur les distances intermédiaires? 20, 40, 60, 80. Voilà. J'espère, et pour conclure, qu'on était parti sur est-ce que, en fait, pour aller sur du long et de l'ultra, il faut être meilleur que sur du court, et il y a une notion de performance corrélée. Et du coup, comment est-ce qu'on pouvait expliquer dans ce contexte que des gens qui s'entraînent pas ou peu en intensité, claquent des 100 bornes comme ça tous les week-ends ou une fois de temps en temps? Du coup, je vous propose ici, est-ce que cette vidéo vous a montré et donné des éléments pour que cette personne qui a l'air aussi facile sans s'entraîner, ça vient de sous le logiciel de VMA, mais quand vous changez de logiciel et que vous le regardez sous le modèle de la performance en ultra trail et de Guillaume Millet, est-ce que vous vous rendez pas compte finalement qu'il y a certes l'onglet peut-être VO2 max qui est pas au top ou qui est pas travaillé, mais par contre dans beaucoup d'autres aspects et notamment cette recherche d'équilibre, la personne elle est très très forte et elle s'entraîne différemment. Et à l'inverse, on avait le cas de la personne qui s'entraîne toujours plus, qui va faire des grosses séances, des grosses intensités très souvent, etc. Et qui pourtant va pas se lancer ou va pas forcément réussir sur des distances plus longues. Et essayer de passer son entraînement sous ce modèle de performance de l'Ultra Trail de Guillaume Millet pour voir si finalement elle travaille certains points très forts, mais il y a d'autres déterminants et le plus petit maillon, en fait, il n'est pas travaillé ou plusieurs ne sont pas travaillés, ce qui fait qu'il y a un zéro dans l'équation et ça ne permet pas de réussir la distance d'après. Voilà. Donc, si on revient à notre question initiale, que faut-il faire pour allonger la distance et terminer ces ultras? La première conclusion logique qui semble arriver de notre raisonnement, c'est 1. Abandonner le logiciel de performance à la VMA, à la haute intensité et au volume, qui est valable pour de la performance sur du court et du plat, enfin du fond, y compris jusqu'au marathon, mais plat. Et à l'inverse, adapter sa préparation aux déterminants de la performance en ultra. Et là, la performance en ultra, c'est le fait de terminer, euh, se faire plaisir et être apaisé. Trouver son équilibre dans sa propre vie. Donc en fait, on casse le modèle de performance. C'est pas celui de la VMA et c'est pas aller trouver un autre niveau de VMA pour aller vers du plus long, mais au contraire, c'est adapter son logiciel de préparation aux déterminants de la performance en ultra. Et cette performance, elle peut être accessible à des amateurs et avec une pratique loisir. Ce qui compte, c'est de trouver son propre équilibre, de se faire plaisir et d'être apaisé. Grosso modo, on passe de pour se préparer un ultra, il faut pas forcément charger plus mes jambes et mon agenda,
mais plutôt sur se concentrer en priorité numéro 1, sur trouver mon équilibre. Voilà, le pourquoi de cette vidéo, et je terminerai là-dessus, c'est que je suis intimement convaincu qu'on se met plus de barrières que nécessaire, et que du coup, on peut mettre de l'ultra dans sa vie beaucoup plus facilement que ce qu'on a l'habitude de penser et de ce qui est véhiculé, et qu'au contraire, il y a beaucoup de choses qui vont nous brider, alors que ce sport ne le mérite pas, entre guillemets, et que le fait de se brider, ça crée de la souffrance, parce qu'on se prive de certaines capacités de notre corps, on se prive de certaines réalisations, et je trouve que c'est bien dommage. C'est le pourquoi de cette vidéo. Moi, c'est ce que je vois au quotidien en accompagnant des coureurs amateurs justement à mettre l'ultra dans leur vie et à se faire plaisir et à ce que ce soit naturel. Et puis pour terminer sur une citation de François Castel, une façon d'évoluer dans sa vie d'humain dans toutes ses composantes. Je trouve que c'est une belle définition de l'ultra et du fait d'allonger les distances et de réussir à les allonger. C'est onirique, c'est romantique et moi ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup.